Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous votre bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré à la politique togolaise et au retour sur la scène du Parti démocratique panafricain PDP, le parti qui a fait sa rentrée politique ce lundi 4 novembre et aborder cette question. Nous allons les aborder avec notre invité, le président national du PDP, honorable Innocent Kabara. Bonsoir honorable, bienvenue. Oui, bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. Avec vous, nous allons parler de votre actualité, de l'actualité donc du PDP, de votre entrée politique, mais aussi de l'actualité à l'international. Et avec cette élection du président américain Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche. Mais d'abord, il y a de cela 6 mois que vous avez disparu des radars. Le PDP, après les élections législatives et régionales, est plongé, je dirais, dans, je ne sais pas si le blackout serait le mot le plus adapté, parce qu'on n'a plus de vos nouvelles après la dernière conférence de presse que vous avez faite pour dire que vous prenez acte des résultats, et puis finalement, on n'a plus des nouvelles du PDP. 6 mois après, vous faites votre rentrée politique. Qu'est-ce qui explique, Monsieur le Président, ce silence ? Je pense qu'après les élections, il fallait une petite pause, le temps de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à notre positionnement et par rapport aux perspectives. Donc, je crois que il nous a fallu un tout petit peu de temps pour discuter avec l'ensemble de nos fédérations, voir ce qui n'a pas marché et mieux nous préparer pour les élections à venir. Donc, le silence aussi, c'est un moyen d'expression. Hein. Ouais. C'est pas qu'on n'a pas disparu. Okay. On n'a pas disparu, on était là, on a opté pour le silence, okay. Ça nous a permis d'observer. Je crois qu'à travers la rentrée politique, nous sommes prêts à reprendre nos activités. Alors, pour parler de ce silence qui est pour vous un moyen de communication également, est-ce qu'on doit l'interpréter comme étant l'expression d'un coup de massue que vous aurez reçu à la dernière élection, puisque vous étiez sur nos plateaux, vous étiez très optimiste à l'idée d'avoir plusieurs députés à l'Assemblée, et finalement vous n'avez pas eu des députés, et puis on ne vous voit plus. Comment comprendre ce silence? Non, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à ne pas avoir de députés. Il y a eu beaucoup de partis qui n'ont pas eu de députés, donc ce n'est pas un problème lié à notre personne ou bien lié à notre parti. Non. Bon, vous savez, vous avez cette façon de titiller les gens, cette façon de... oui. Bon, je comprends, vous faites votre travail de journaliste, mais vous savez très bien que nous nous portons très bien. Nous sommes un parti véritablement bien assis sur l'ensemble du territoire. Nous avons nos fédérations, nous avons nos bureaux qui fonctionnent. Les résultats des élections de 2004, je ne voudrais pas 2024 qu'on ne s'attarde pas trop sur ces résultats, parce que la vie politique d'un homme, tout à l'heure, nous allons aborder la question de Donald Trump. Tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Il a été battu il y a 4 ans. Il est revenu en force. Il a remporté non seulement les grands électeurs, mais le vote populaire que les républicains n'ont jamais remporté. Ça fait près de 20 ou 30 ans qu'ils n'ont pas remporté le vote populaire. Donc, c'est pour vous dire que la vie d'un homme politique, c'est rythmé entre des réussites, des échecs qu'il faut analyser, qu'il faut avoir un peu de retenue, un peu de la réserve, observer, analyser et pour définir les meilleures stratégies, parce que nous savons en ce qui nous concerne que notre allié c'est le temps. Notre allié c'est le temps. C'est pour ça que nous ne nous précipitons pas. Nous sommes constants, nous sommes cohérents dans nos prises de position et nous savons que le combat politique va nous prendre du temps. Donc c'est une question de temps. C'est juste une question de temps et dans notre stratégie, nous savons que ça va nous prendre du temps. Donc, soufflez que nous puissions prendre du temps pour faire bien les choses. Vous le concédons. Alors, justement, pour prendre du temps, quelle analyse faites-vous du choix fait par les électeurs togolais de porter plutôt leur choix sur des députés du Parti Unir plutôt que sur la plupart des députés des candidats de l'opposition? Non, vous pouvez faire un sondage, poser aux Togolais cette question. Moi, je ne suis pas là pour commenter. Mais vous, en tant qu'homme politique, non, je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas là. Non, je suis désolé, je ne suis pas là pour commenter les résultats. Il y a eu des élections, il y a des gens qui ont gagné, ils vont diriger le pays. Nous allons être dans une opposition constructive. Alors, nous reviendrons tout à l'heure à votre rentrée politique pour mieux comprendre votre positionnement. Mais bien avant, on va faire un détour sur l'actualité internationale. Elle est marquée depuis une semaine par cette élection, ce grand retour du président ou de l'ancien président américain Donald Trump. Le candidat républicain est réélu à la tête des États-Unis à l'issue de cette élection présidentielle du 5 novembre dernier. En tant que parti politique, en tant qu'acteur politique, quel regard porte
portez-vous sur le parcours de Donald Trump qui n'a pas cessé de marteler depuis 2020 qu'il reviendra à la Maison-Blanche, même si dans les sondages et dans les médias on l'a présenté comme pas très en force face à la candidate démocrate. Donald Trump a pour certains déjoué les pronostics, pour d'autres il a tenu sa promesse. Vous, qu'est-ce que vous dites de son parcours et de ce retour à la Maison-Blanche? Le parcours de Donald Trump nous inspire parce que ce monsieur, c'est de la persévérance, de la résilience, et cela doit nous inspirer parce que ce qui est impossible au regard d'un certain nombre de paramètres l'est. Quand vous avez de la conviction, vous avez de la foi, vous pouvez soulever des montagnes. Donc le parcours de Donald Trump, c'est une leçon pour nous. C'est une véritable leçon pour nous parce que personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait revenir et gagner des élections. Donc pour nous, ça peut nous inspirer et c'est bénéfique aussi pour l'Afrique parce que Donald Trump nous donne l'opportunité de réclamer un nouvel ordre mondial. Cet ordre mondial sera basé sur le respect des nations, sur le respect des chefs d'État, sur le commerce, dans le respect mutuel et dans un bénéfice mutuel. Donc c'est aussi l'occasion pour nos chefs d'État et pour un certain nombre de gouvernants de saisir cette occasion pour s'imposer, pour demander un rééquilibrage, parce que nous ne voulons pas un monde bipolaire, nous voulons un monde multipolaire où tout le monde peut faire du commerce dans le respect des pays, des nations, des États. Donc le personnage même nous inspire la ténacité, le courage, la résilience, et ce qui peut être fait ailleurs aussi peut être fait ici. Vous voyez que vous prenez les résultats de 2024, ça se moque un peu, vous avez échoué, tout ça là, mais rien ne vous dit que d'ici 6 ans, rien ne vous dit, vous ne pouvez pas savoir. Okay. Donc permettez-nous de saluer quand même ce personnage, même si nous ne sommes pas d'accord par rapport à son discours, un certain nombre de choses qu'il dit, mais c'est le parcours qui nous inspire. Et voilà, justement, quand vous parlez du parcours et de la personnalité, peut-on dissocier ces deux, puisque c'est quelque part, selon moi, la personnalité qui a défini aussi le parcours? Oui, un peu dans sa personnalité. Vous savez, Donald Trump, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, il a du talent. C'est un excellent orateur, c'est un bon stratège. Il a mis de côté un parti politique, il a mis de côté la presse, les sondages. Et là où les gens ne l'attendaient pas, depuis 4 ans, il a dit je reviendrai et je serai à la Maison-Blanche. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui doit nous inspirer. Quand on pense que tout est perdu, c'est là où nous devons avoir de l'espoir. C'est là où nous devons avoir un discours motivateur, un discours positif à l'endroit de nos compatriotes, parce que c'est encore possible l'alternance au Togo. Et nous allons, à travers le parcours de Donald Trump, nous pouvons montrer aussi que chez nous, c'est possible. Alors, que retenez-vous comme leçon de ce retour de Donald Trump, puisque même dans le parti républicain, ce n'était pas gagné d'avance. Ouais. En tant que candidat à l'élection à la Maison-Blanche, ce n'était pas gagné d'avance. Dans les médias, il n'était pas très bien coté. Face à la justice, il avait tous les problèmes possibles. Mais c'est lui qui gagne les élections aux États-Unis. Ouais. Quelle leçon, vous, en tant qu'homme politique, avez-vous pu tirer de cela? Comme je l'ai dit, c'est être persévérant. Être cohérent dans son discours, être persévérant et prendre du temps pour faire les choses. Parce qu'il y a des pays où c'est un peu plus difficile et il ne faut pas tenir compte de ce que fondamentalement les gens disent. Quand vous avez une certaine conviction, quand vous aimez votre pays, quand vous avez l'esprit patriotique, quand vous voulez le construire, quand vous voulez que votre pays soit respecté dans le concert des nations, vous avez une véritable conviction, vous avez un projet, il faut foncer. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que la presse dit, peu importe, vous savez que vous allez réaliser le succès. Ce qui peut être une surprise pour les gens, vous saviez déjà que c'était possible. Donc voilà, c'est un exemple de persévérance, de labeur, de résilience et de travail acharné. C'est ce que nous pouvons retenir et c'est ce qui doit nous inspirer. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas le discours de Donald Trump parce que sur le discours, il y a un certain nombre de choses qu'il dit, nous ne sommes pas trop d'accord avec ça, mais c'est le personnage, son parcours, son courage que nous saluons. Comment envisagez-vous l'avenir avec les États-Unis dirigés par Donald Trump? L'avenir en tant qu'homme politique, parce que en tant qu'homme politique, vous avez des relations un peu partout. J'imagine que vous pourriez en avoir aux États-Unis ou je ne sais pas. Comment envisagez-vous ces relations entre nos pays et les États-Unis avec un dirigeant comme Donald Trump? C'est une opportunité historique qui risque de ne pas se répéter. L'élection de Donald Trump nous donne la chance de sortir dans un monde bipolaire pour être dans un monde multipolaire où il y aura le respect des chefs d'État, le respect des nations, où l'Afrique ne sera pas considérée comme un continent où on vient prendre les matières premières et le commerce n'est pas équitable. Nous voulons du respect,
nous voulons échanger avec tous les pays du monde en fonction de nos intérêts. Comme nous l'avons toujours dit, si nous avons besoin d'industrie, nous savons à qui aller chercher. Si nous avons besoin d'agriculture, nous pouvons aller chercher un autre pays. Et nous n'avons pas besoin de nous justifier par rapport à nos partenariats, parce que eux ils ne le font pas. Donc Donald Trump, c'est quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec son discours, c'est quelqu'un qui veut changer l'ordre établi. Donc nous qui sommes d'une certaine génération panafricaniste et qui voulons le respect des nations, je pense qu'il nous donne l'occasion de saisir cette opportunité. C'est le déclic qu'il fallait. Saisir cette opportunité pour pouvoir nous respecter, pour qu'on respecte nos pays et que nous puissions faire du commerce équitable. Qu'est-ce que vous reprochez à son discours? Oh, je pense, non, par rapport à l'immigration, il y a un certain nombre de choses qu'il dit qui ne sont pas vraies. Ce qu'il dit, je crois qu'il ne peut pas le faire parce que les États-Unis ne peuvent pas se passer des immigrés, parce que c'est les immigrés qui travaillent pour qu'ils puissent avoir de la croissance. Le fait de se renfermer sur lui va faire qu'il aura des problèmes parce que il y aura de l'inflation. Donc, son projet me pose problème. Il y a certains aspects, par exemple, par rapport à l'avortement, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Les femmes doivent disposer de leur corps. Comme elles l'entendent. Il y a un certain nombre aussi, quelque part, pour certains, ne pose pas une question de morale plutôt. Oui, la morale, mais il faut voir jusqu'à des gens qui ont été violés, des gens, il y a toujours des exceptions, des gens qu'on fasse quand même des exceptions à la loi. Oui, non, mais la loi qui était là n'était pas si mal. Je pense que ils étaient à 3 mois où on pouvait on pouvait avorter. Et puis, par exemple, par rapport à la couverture sociale, ce que Obama avait fait n'était pas si mal. Donc, sur un certain nombre d'aspects, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, ça peut poser problème. Mais il faut retenir aussi que c'est un patriote. Au-delà de ça, pour lui, son problème, c'est les États-Unis. Donc, nous aussi, nous devons nous concentrer sur nos pays. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, vous aviez fait votre rentrée politique le 4 novembre dernier. Vous revenez, vous signalez votre reprise des activités politiques en bonne et due forme. Qu'est-ce que vous avez fait lors de cette rentrée politique solennelle et qu'est-ce que vous envisagez pour la suite, pour les actions? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres échéances politiques qui nous attendent. Que faut-il retenir d'abord de la rentrée politique solennelle et qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir avec le PDP? Non, la rentrée, c'était une occasion, comme vous l'avez dit, c'était solennel pour marquer notre retour. Nous sommes revenus sur un certain nombre d'actualités, nous sommes revenus sur les résultats des élections, nous sommes revenus sur le régime parlementaire, nous sommes revenus sur un certain nombre de faits nous avons commenté. Et pour nous, c'est que le centre doit pouvoir s'organiser pour former un grand centre. Ceux qui pensent comme nous, ceux qui ont le même discours que nous, ceux qui aiment le pays, ceux qui sont patriotiques, nous devons nous retrouver dans un grand centre qui nous permettra de ne plus émietter nos voix pour aller aux élections dorénavant. Ça sera une coalition électorale pour aller aux élections parce que nous y allons en rang dispersé. Et quand vous voyez les résultats, je pense que si on y allait peut-être groupe de 3, 4, 5, 2 ou 3 blocs, les résultats seraient différents de ce que nous avons obtenu. Donc, voilà la leçon que nous tirons et c'est ce que nous avons dit à la presse. Il est urgent que nous puissions aller vers une coalition électorale qui nous permettra de ne pas disperser nos voix et pour que nous puissions avoir un score honorable en 2025 avec les élections municipales. Alors, il y a une question qui me taraude de l'esprit, puisque vous évoquez le fait d'aller ensemble en rang uni en tant que parti centriste et tout. Ouais. Qu'avez-vous retenu comme leçon de votre cheminement avec le NET, puisque vous avez formé un parti, un groupe parlementaire à la précédente législature. Qu'avez-vous retenu comme leçon? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il faut reprendre l'année prochaine? Parce que finalement, on ne sait pas, vous ne vous êtes pas prononcé sur les crises qu'il y a eu au NET. C'est l'occasion pour moi de vous poser la question. Non, il ne me revient pas de me prononcer sur la crise qu'il y a eu au NET. Moi, je m'occupe du PDP. Ok. C'est votre cheminement avec le NET? Non, notre cheminement, c'était au Parlement. On avait besoin l'un de l'autre pour former un groupe parlementaire. Ce que nous avons fait, nous avons travaillé en bonne intelligence, même si nous avions des divergences. Nous avons toujours eu des divergences sur un certain nombre de sujets. Sur la question de la Constitution, c'est clair que nous avions une certaine divergence, mais chacun a gardé
sa philosophie, chacun a gardé son indépendance, et nous avons passé 5 années au niveau du Parlement. Ça s'est plutôt bien passé pour ce que nous avons fait au Parlement, mais maintenant chaque parti reprend sa liberté parce que nous sommes plus au Parlement, et il revient à chacun de définir sa stratégie pour voir avec qui vous pouvez fonctionner pour repartir au Parlement beaucoup plus fort. Si pratiquement l'ensemble de la classe politique était au Parlement, il aurait fallu faire des alliances. C'est là où vous devez vous retrouver avec des gens qui ont la même philosophie politique que vous, avec qui partagent la même idéologie que vous. Le centre, tenir compte du rapport de force, être pragmatique, être des progressistes, faire en sorte que nous puissions penser Togo d'abord. Penser Togo d'abord dans tout ce que nous faisons. Donc voilà, nous pouvons nous retrouver avec le net comme d'autres partis, comme je l'ai dit. Il nous faut un grand centre pour aller aux élections, ne plus aller aux élections en rang dispersé. Parce que si nous y allons en rang dispersé, il va se produire ce qui s'est produit. Donc, il faut que nous soyons beaucoup plus intelligents. Est-ce parce que vous étiez allé aux dernières élections en rang dispersé, qu'il y a eu ce qui s'est passé? Non, je ne vais pas commenter plus que ça. Vous semblez dire. Non, je dis on aurait beaucoup plus de chance si nous y allons groupés que d'aller en rang dispersé. C'est l'avantage d'y aller en rang groupé. Oui, parce que nous aurons, quand vous alignez nos scores, on aurait pu avoir des sièges. Ok. Oui, on aurait pu avoir des sièges. Alors, ces prochaines élections, comment se positionne l'opposition togolaise selon vous? C'est vrai, les dernières élections ont eu lieu il y a de cela 6 mois, 7 mois pratiquement. Bon, 7 mois bientôt, disons. Pendant tout ce temps, est-ce que vous avez l'impression que les autres partis aussi ont commencé par faire un travail de fond? Je suis sûr que vous avez des relations avec les autres hommes politiques, qui soient de tel parti ou de tel autre parti, que vous attendez. Et quand vous portez un regard sur ce qui se fait, pensez-vous qu'il y a un travail de fond qui se fait pour que peut-être aux prochaines élections sénatoriales ou locales, on puisse avoir de meilleurs résultats pour l'opposition? Il faut dire qu'il revient à chaque état-major de parti politique de tirer des conclusions, de tirer des leçons de ce qui s'est passé et de s'organiser. Il faut voir avec qui vous pouvez travailler, parce que seul, c'est un peu difficile. Il faut voir avec qui nous pouvons travailler. Et nous pensons que nous pouvons former le grand centre avec des partis que nous connaissons. Nous avons des contacts et quand le moment viendra, ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens avec qui nous allons travailler pour avoir un score honorable, comme je l'ai dit. Mais vous avez abordé 2 élections, mais ces 2 élections, c'est pas les mêmes enjeux, parce qu'il y a des élections, il y a une élection indirecte, il y a une élection directe au suffrage universel direct. L'élection indirecte, c'est les sénatoriales, c'est les conseillers municipaux, les conseillers régionaux qui vont élire ces sénateurs. Donc, il faut engager des discussions, non seulement en notre sein au niveau de l'opposition pour voir comment nous nous organisons, mais peut-être avec la majorité, parce que le corps électoral est composé essentiellement en grande partie de la majorité. Donc, il faut discuter. Il faut discuter. Nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour la discussion. Je crois que le génie togolais doit prévaloir et qui doit nous permettre de pouvoir discuter avec les autres pour voir comment est-ce que nous allons aborder ces élections sénatoriales. Maintenant, après les élections municipales, c'est une élection directe. Il faut qu'on puisse s'organiser, aller en coalition pour que nous puissions avoir une chance d'avoir de bons résultats, comme je l'ai dit. Alors, reprenons les élections. Les élections sénatoriales, comme vous l'aviez dit, le code électoral, c'est les conseils régionaux, les conseillers municipaux. On sait que l'opposition n'en a pas assez. Maintenant, vous connaissez aussi pour cette facilité que vous avez. Vous êtes centriste, donc vous pouvez tantôt vous rapprocher du pouvoir, tantôt vous rapprocher de l'opposition. Vous avez cette facilité. Avec qui pensez-vous avoir beaucoup plus de chances pour ces prochaines élections? D'abord, est-ce que vous voulez y aller, vous? Et peut-être ce sera l'occasion de le savoir déjà. Et si vous voulez y aller, comment comptez-vous mettre les chances de votre côté? Non, il est trop tôt pour se prononcer sur la question, mais ce qui est clair... Vous ne savez pas si vous allez... il est trop tôt pour se prononcer sur la question, mais ce qui est clair, il faut qu'on discute. Il faut une discussion. On discute avec qui? Non, avec tout le monde. Okay. Oui, avec tout le monde. Il faut qu'on discute, il faut qu'on ait un consensus au niveau de l'opposition, il faut qu'on puisse discuter de manière responsable, de manière civilisée avec la majorité.
Il faut une discussion de manière responsable et civilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, de manière responsable. Il ne faut pas qu'on aille en rang dispersé. Il ne faut pas qu'on dise une chose et son contraire, qu'on demande des choses qui ne sont pas possibles. Il faut qu'on puisse être cohérent dans ce que nous allons faire et qu'on puisse véritablement engager une discussion sérieuse pour voir est-ce que ça peut aboutir à quelque chose de bon. Il faut qu'on puisse discuter. Parce que des fois, vous pouvez avoir des gens qui disent, chacun dit on veut discuter, mais personne ne veut en réalité discuter. Donc, ça ne peut pas produire quelque chose de bon. Donc, il faut que nous soyons cohérents et que nous puissions savoir qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette discussion. Parce que la majorité, si on ne fait rien, la majorité, ils vont tout prendre. Parce que c'est eux qui ont le corps électoral. Le corps électoral, elle a leur avantage. Donc, il faut engager des discussions et je crois que nous pouvons nous entendre. Nous avons cette capacité entre Togolais de pouvoir discuter et de pouvoir nous entendre. Au-delà des mots, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà pris des contacts avec un parti? Non, il est trop tôt pour répondre à cette question, mais je sais qu'il y aura des discussions de manière formelle, de manière informelle, et qu'on puisse arriver à... Il serait bien, mais ça c'est un souhait de ma part, il serait bien que le Sénat puisse refléter un peu le paysage politique pour que nous puissions avoir le débat. Parce que quand nous avons soutenu le changement de la République, c'est pourquoi? Parce qu'il faut que nous puissions l'expliquer, pour que nous puissions avoir le débat au niveau du Parlement. Comme ça se passe en Allemagne, comme ça se passe dans d'autres pays, où vous pouvez, un premier ministre peut tomber, vous pouvez vous mettre en coalition avec d'autres personnes. Si vous ne vous entendez pas, vous allez à des élections anticipées. Et c'est ce que nous avons souhaité pour notre pays. Donc, il faut... Mais est-ce que les résultats les résultats n'ont pas permis ça. Okay. Donc, comme je le dis, c'est un souhait de ma part. Okay. C'est un souhait que nos chambres délibératives puissent refléter la diversité politique que nous avons pour que le débat puisse se faire au niveau du Parlement ou au niveau du Sénat. Donc, vous défendiez plutôt une constitution de débat qui permettent au moins les discussions. Voilà, qui permettent aux gens de véritablement faire la politique. Parce que vous êtes obligés, dans ce régime, d'aller vers l'autre, en fonction des résultats. En fonction des résultats, vous êtes obligés d'avoir des discussions avec les gens. Donc, c'est pour ça que nous l'avons défendu. Ça permet une certaine pluralité, une certaine diversité, mais ces résultats de 2024 n'ont pas permis de pouvoir avoir ça. Mais nous souhaitons que, lors des prochaines élections, que nous puissions avoir vraiment un Parlement diversifié pour que le débat se passe essentiellement au niveau du Parlement. Est-ce que aujourd'hui, après ces élections, vous regrettez votre position ou vous pensez qu'après ça pourra revenir? Non, ce n'est que le début. Mais si nous cheminons avec le régime parlementaire, nous nous rendons compte que ce n'est pas ça, bon, nous le dirons. Nous avons au moins l'honnêteté de dire, bon, voilà. Donc, pour le moment, je ne crois pas, c'est les prémices, c'est les premiers pas. On va voir ce que ça va donner. Mais il serait bien que les résultats reflètent une certaine diversité pour qu'on puisse avoir un débat d'idées, un débat au niveau du Parlement avec des coalitions qui se forment, qui se défendent, voilà, et c'est ça, et c'est dynamique, et c'est beau à voir. Alors, les prochaines élections locales, c'est normalement l'année prochaine. Comment les envisagez-vous? Vous allez présenter des candidats ou vous êtes optimiste à l'idée d'avoir des élus locaux, etc.? Non, avec beaucoup de sérénité. Je pense que bon, il y en a qui vont se moquer de nous, qui vont dire les gens sont couchés, les élections. Non, nous sommes debout. Nous ne sommes même pas à genoux. Nous sommes debout. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre comme Donald Trump pour montrer que ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut l'être demain. Nous allons nous battre pour montrer que nous incarnons la résilience au Togo. Nous allons nous battre pour que les Togolais puissent avoir foi en ce pays, pour qu'ils puissent avoir confiance en cette classe politique, pour que nous puissions assurer l'alternance, comme je l'ai toujours dit, pacifiquement. Mais nous devons faire avec tout le monde. Le Togo a une histoire douloureuse. Le Togo a une histoire véritablement douloureuse. Il faut faire avec tout le monde. Il faut faire avec tout le monde. Donc, les élections municipales, nous allons les préparer. Nous avons minimum 8 mois. Ça nous permet de pouvoir engager des discussions avec nos collègues du centre pour pouvoir faire un grand centre, pour aller en grouper, pour espérer avoir de bons résultats pour pouvoir diriger des mairies. Et sur quoi comptez-vous? Sur notre... Non, nous avons foi. Nous avons foi en nos électeurs, nous avons foi en notre discours, nous avons foi au regroupement futur que nous allons mettre en place, qui nous permettra de pouvoir avoir un bon score. Alors, l'avenir est apparemment très prometteur pour vous, à vous écouter. Non, nous sommes un homme déterminé. Notre discours ne change pas en fonction du positionnement du soleil. Nous sommes cohérents. Nous sommes constants dans ce que nous disons et nous avons foi en ce pays. Nous croyons au Togo et nous allons y arriver, nous allons réussir. Nous avons un pays extraordinaire, riche par les personnes, riche
part, les potentialités que nous avons, il suffit que nous puissions nous parler, que nous puissions travailler ensemble pour que nous puissions construire ce beau pays. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est le rêve que nous avons, et c'est ce que nous appelons le rêve togolais, où n'importe qui peut arriver de n'importe quel coin du pays et pouvoir réussir en 3, 4, 5 ans. Nous devons être capables de faire. Si les États-Unis font rêver les gens, pourquoi est-ce que dans 5, 10 ans, nous ne pouvons pas faire rêver les gens aussi? Que les gens disent, je vais quitter mon pays pour venir au Togo parce que ça marche. Les activités marchent. C'est ce que nous devons incarner. Et nous sommes nous sommes croyants, nous sommes très combatifs. Et nous n'allons pas nous décourager pour si peu. Nous avons également la jeunesse pour nous. Nous avons du temps. Notre meilleur allié, nous l'avons toujours dit, c'est le temps. Et avec beaucoup de conviction, je crois que nous allons y arriver. Pensez-vous que vos électeurs ont aussi cette mentalité pour vous accompagner? Nous n'avons pas d'autre choix. L'échec n'est pas une option. L'échec n'est pas une option. Et nous n'avons pas d'autre choix. Nous allons y arriver. Même si ça prend du temps, nous allons y arriver. Merci beaucoup à vous, Innocent Kabara. Avant de clore cette émission, que faut-il retenir de votre retour, de votre rentrée politique que vous avez marquée le lundi dernier, 4 novembre? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler à nos compatriotes. Nous avons un pays que nous devons construire ensemble, un pays qui est magnifique. Nous devons, de temps en temps, il y aura des difficultés, mais nous devons passer cette difficulté parce que cette difficulté nous renforce. Cette difficulté teste notre résilience, mais nous avons besoin de ça aussi pour construire la réussite. Et je vous assure que nous allons réussir à garantir l'alternance pacifiquement et nous allons gouverner avec tout le monde. C'est ça, c'est ce message d'espoir que nous avons pour le Togo. Nous savons que les moments sont difficiles, il y a la vie chère, il y a beaucoup de choses, mais nous ne devons pas perdre espoir. Nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle le Togo et nous devons le chérir ensemble. Honorable Innocent Kabara, vous êtes ancien député, président national du Parti démocratique panafricain PDP. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous tous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.